réglementation pour le français dans toutes les régions du Québec. On a rarement vu un projet de loi qui fait autant l'unanimité contre lui. On a rarement vu aussi autant de désinvolture de la part d'un gouvernement qui est supposé, censé assurer la défense du français au Québec. La solution que nous proposons dans ce projet de loi est une solution qui est équilibrée. Mais permettez-moi de vous faire un petit historique de la loi 101, parce que je pense que pour bien comprendre ce dossier-là, il faut vraiment remonter jusqu'au début de la loi 101. On reprend ça depuis le départ. Ça veut dire, ça remonte. C'est très facile à suivre quand on le reprend au départ. La loi 101, 1977. Quand la loi 101 a été adoptée par le docteur Camille Lorrain, qui a été le père de la loi 101, et M. René Lévesque, le gouvernement Lévesque avait choisi d'appliquer la loi 101 aux écoles publiques, c'est-à-dire là où il y a des deniers de l'État, de l'argent de l'État, les écoles publiques. Donc, francophones, allophones, immigrants, vous allez envoyer vos enfants à l'école publique francophone. Les anglophones, vous avez le droit d'envoyer vos enfants dans l'école publique anglophone. Ça, primaire, secondaire, on était resté là, on ne l'a pas fait pour les cégeps. Bon, on vit bien jusqu'à temps qu'on se rende compte que tout à coup, graduellement, à partir de 1998, donc ça veut dire 20 ans après la loi 101, il y a des francophones et des allophones qui envoient leurs enfants, un enfant, étudier dans une école privée non subventionnée anglophone, anglaise, et qui après obtiennent le droit d'avoir l'éducation de cet enfant, de ses frères et de ses sœurs et de toute leur descendance dans le système d'école publique anglophone pour lequel on paye. Et là, en 2002, le gouvernement Landry, le premier ministre Landry, décide on arrête ça parce que plus ça allait, plus ça augmentait. Et c'est là qu'est arrivée la loi 104. Mais on ne pouvait pas, quand on a fait la loi 101, Camille Lorrain, c'est un homme de bonne foi, puis René Lévesque aussi, on n'a jamais pensé que quelqu'un viendrait au Québec et essaierait d'échapper à cette loi fondamentale en payant. Et pourtant, c'est ça qui est arrivé. La nature humaine étant ce qu'elle est, et la force fabuleuse de l'anglais étant ce qu'elle est. La loi 104 était venue mettre un arrêt à cela, une barrière, mais la Cour suprême nous a dit que notre barrière était trop sévère. Le jugement de la Cour suprême vient briser ce consensus-là avec lequel on vivait. Il dit vous appliquez l'esprit de la loi d'une façon trop rigoureuse. Autrement dit, vous allez trop loin, puisque quand un enfant va étudier dans un système privé non subventionné, vous ne reconnaissez pas le passage qu'il fait, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous ne reconnaissez pas ce passage comme étant une condition d'admissibilité au système public. Une fois qu'on est rendu en Cour suprême, puis que la Cour suprême nous dit « votre loi, elle n'est pas constitutionnelle, elle ne respecte pas la Charte des droits et libertés, vous devez retourner à votre table à dessin, vous devez retourner faire vos devoirs. » Alors, c'était la dernière instance. À partir du moment où, malheureusement, la Cour suprême, ça met le nez là-dedans, comprend mal la subtilité, applique le principe d'égalité beaucoup trop largement, sans tenir compte de la distinction des débats linguistiques au Québec et de la politique, parce que la Cour suprême peut faire aussi, et fait souvent de la politique d'ailleurs, et elle aurait dû en faire dans ce cas-ci, puis être un peu plus subtile dans cette décision. Et on arrive avec cette décision de la Cour suprême en 2010, où nous devons trancher. Même si c'est un mauvais jugement, même si on n'a jamais signé la Constitution, ça c'est un tout autre débat. Nous sommes soumis aux décisions de la Cour suprême. Il vous reste 2 choix. Ou bien donc, il reconnaît qu'une telle notion, le parcours scolaire authentique, ça a du bon sens, puis il reconnaît l'argument de la Cour suprême qui dit « vous ne devez pas être strict dans l'application de l'esprit de la loi », ou bien donc, il prend l'option contraire, qui est la nôtre, qui est de dire « bon, si c'est comme ça, nous allons effectivement appliquer l'esprit de la Charte de la langue française, ou la loi 101, d'une façon stricte ». On ne voulait pas aller jusque-là. L'autre côté, c'était de dire, bon, on ne fait rien. Bien là, c'est la création des écoles, justement des écoles passerelles, d'écoles qui auraient été créées uniquement pour faire la première année. Donc, ça aurait été des centaines et des centaines d'enfants qui auraient passé. Alors, 115, c'est un compromis. C'est-à-dire, on dit,
des écoles passerelles, c'est interdit. On ne pourra plus créer ce genre d'école. Ensuite, on dit que si des parents veulent entreprendre ce parcours du côté anglophone non subventionné, payer tous les frais, puis ce sont des parents francophones ou allophones, bon, très bien, vous pouvez le faire. Cependant, si un jour vous voulez faire traverser votre enfant de l'autre côté, dans le secteur public anglophone, bien, vous devrez vous soumettre à certaines règles et à une certaine analyse du dossier. Là, le gouvernement a créé une ambiguïté, mais plus que ça. Là, ce qui était auparavant un privilège pour les parents français et allophones, francophones et allophones qui en avaient les moyens ou qui en avaient la volonté, c'est-à-dire payer pour que leurs enfants soient éduqués dans une autre langue et une autre culture, là, avec la loi 115, ça devient un droit. Bien, on répond que, tout d'abord, c'est pas automatique. Les parents, l'enfant devra avoir fait au moins 3 ans dans l'école privée non subventionnée anglophone. Et ensuite, les parents devront aller se soumettre à une grille d'analyse au ministère. Ce sont des fonctionnaires qui vont étudier le dossier et ils vont décider si l'enfant peut passer ou pas. Quelle que soit la décision d'un fonctionnaire bien intentionné, compétent, face à l'enfant qui est devant lui, sa décision, si c'est un refus, mènera inévitablement à une contestation judiciaire. Donc, non seulement on vient d'accorder, de transformer un privilège en un droit accessible, tu suis ce parcours-là et tu peux obtenir ce droit, mais si jamais le droit t'est refusé, la personne à qui c'est refusé va amener cette cause-là jusqu'en Cour suprême. Est-ce que notre solution est parfaite? Non. Vous allez me dire, est-ce qu'il va passer des cas? Probablement. Mais du côté des anglophones n'aiment pas notre loi parce qu'ils disent qu'il n'y a aucun cas qui ne va pouvoir passer. Alors, je pense que ça va être très, très, très minime le nombre de cas. Soyons honnêtes, là, je pense que quelqu'un qui voudrait essayer de faire ça, ça va être assez clair et assez transparent que c'est ça qu'il veut faire. Alors, on le verra à l'usage, mais à ce moment-là, je pense que la grille qui est prévue dans 115 sera capable de déterminer que tout ce que vous essayez de faire en ce moment, c'est de forcer la porte avec l'aîné de la famille pour que les 3 ou les 4 autres aient accès à l'école anglaise subventionnée. Alors, au niveau législatif, là, moi, j'ai pas beaucoup d'ancienneté là-dedans, mais je me dis, voilà l'exemple typique d'une très, très, très mauvaise loi. En fait, c'est une très mauvaise loi, tout simplement parce qu'elle autorise des familles fortunées à s'acheter un droit que tous les autres n'auront pas. C'est clair que ça semble dire, puis vous allez probablement me poser la question, dire, vos adversaires, vous dites, vous permettez l'achat d'un droit. C'est pas ça. C'est-à-dire, c'est de dire, vous devrez faire la démonstration, la preuve que vous étiez engagé avec votre enfant dans un parcours authentique. Alors, je pense qu'il aurait été beaucoup, beaucoup plus simple pour éviter ce genre de situation d'appliquer la loi 101 aux écoles privées non subventionnées. Et l'appliquer d'une façon stricte, ça veut dire que quand tu es francophone ou allophone, donc de naissance, dont la langue d'origine est soit le français ou une autre langue, que tu vis au Québec, tes enfants vont étudier, que ce soit dans le système public ou dans le système privé, dans le système linguistique qui t'appartient, francophone dans ce cas-là. Et pour les anglophones, ça ne change rien. Vous avez des droits complètement acquis et vos enfants vont pouvoir étudier dans le système public ou privé en anglais. Ça, on ne touche pas à ça. Aller vers la solution du Parti québécois, c'était d'être obligé d'appliquer, de suspendre les libertés individuelles. Parce qu'on entrait dans une zone de liberté. C'est la liberté des parents. Il n'y a aucun denier public dans le choix de ces parents-là. Et là, on arrivait dans le domaine de la liberté d'expression. C'est juridiquement difficile peut-être à saisir, mais c'était ça, c'était de suspendre les libertés individuelles, ce qu'on appelle la fameuse clause dérogatoire. On doit manipuler ce principe ou ce recours avec énormément de circonspection parce que c'est le dernier recours, c'est le recours ultime. Et le recours à la clause dérogatoire fait quoi, d'abord et avant tout? On dit le recours à la clause dérogatoire ici protégerait la langue française. C'est peut-être vrai à terme, mais
À court terme, la première chose que la clause dérogatoire fait, c'est qu'elle prive les gens de droits. Les libertés individuelles, on les contraint, mais constamment. Toutes les lois nous contraignent. La vitesse à laquelle vous roulez sur une autoroute, c'est une contrainte. Tout l'esprit de la Charte de la langue française a été une décision collective de se contraindre soi-même. Mais les libéraux, ils ont décidé de prendre la voie la plus odieuse, en fait, de permettre à des étrangers que nous accueillons ici, chaleureusement, de contourner nos lois en payant. Lorsque M. Landry a été confronté, lui aussi, à ce phénomène d'école passerelle, il n'a pas appliqué la loi 101 aux écoles privées non subventionnées. Ils ont essayé de trouver une solution qui était la 104, à laquelle nous avons adhéré. Sauf qu'on avait pensé que ça réglerait totalement le problème, puis ça ne l'a pas réglé à cause de dans les écoles passerelles, plus le fait qu'après, le niveau primaire et secondaire, ils vont à la moitié d'entre eux au cégep anglophone. Et ça, il va falloir régler ça aussi. C'est une aberration. Moi, j'ai l'impression qu'on va se rendre compte d'ici 4 ou 5 ans que finalement, ça va à peu près pas changer, sinon de quelques centaines, parce que c'est un marché qui est extrêmement restreint au Québec. Il faut savoir quand même que ces écoles-là coûtent entre 12 et 15 000 $, parfois 20 000 $ par année. Il faut savoir aussi que l'immense majorité des gens qui envoient leurs enfants dans ces écoles-là sont des francophones de souche. Mais il faut que chaque Québécois se rende bien compte qu'il n'a aucun droit d'envoyer ses enfants à l'école anglaise. Je vois des gens de la droite québécoise, d'espèce de New Tea Party québécois, là, qui disent liberté de choix de l'école. C'est pas croyable. Qui me donne un autre pays sur la planète Terre, Chine comprise, où on peut aller à d'autres écoles que les écoles de la langue nationale. Moi, je dis, laissons courir, surveillons la situation. On parle ici, là, au total, en ce moment, au Québec, de 2400 élèves. 2400 élèves. C'est pas beaucoup, là. C'est une grosse polyvalente à Granby ou à Sherbrooke, ça. Alors, on n'est pas, encore une fois, là, aux portes de l'apocalypse linguistique. Surveillons l'évolution de la situation. Mettons des balises en place. Et on verra. Quant à l'achat, oui, d'un droit constitutionnel d'envoyer ses enfants à l'école anglaise subventionnée après 3 ans, c'est malheureusement vrai. Mais je répète, en matière linguistique, il n'y a pas de solution miracle. Donc d'abord, vous envoyez actuellement votre enfant à une école privée anglophone non subventionnée qui est l'école Selwyn House. On voudrait juste savoir les motifs qui vous ont poussé à envoyer votre enfant à cette école-là. Donc moi, la maternelle puis la première année, mon fils, en fait, c'est un petit garçon de 7 ans. Il a fait l'école publique puis francophone. Puis j'ai été très déçue du niveau d'enseignement de l'anglais. C'est vrai que je ne recherche pas nécessairement à ce que mon fils ait plus d'anglais que de français, mais par contre, je veille à ce qu'il soit parfaitement bilingue. Puis une demi-heure d'anglais par semaine à apprendre des comptines, à chanter, donc ce qu'on ne comprend même pas, parce qu'ils n'ont pas fait d'alphabet en anglais, rien du tout. J'ai trouvé ça aberrant. Puis je connais des gens autour de moi, donc qui ont des enfants de 12, 13, 14 ans, puis qui sont incapables, je suis désolée de le dire, mais incapables de faire une phrase en anglais. Alors, le parent qui se dit, moi, je voudrais que mes enfants aient une meilleure vie que moi, je voudrais que mes enfants aient vraiment des belles professions, payantes, intéressantes, valorisantes, bon, ben ça leur prend l'anglais. Alors, ceux qui ont de l'argent, parce qu'il faut des sous, hein, ben, ils vont les envoyer dans les écoles passerelles, puis après ça, ben, ils auront accès au système public anglophone. Je peux comprendre la motivation, mais je n'approuve pas le moyen parce que c'est complètement injuste. Je pense que le meilleur moyen de s'assurer que tous nos enfants aient des possibilités, bon, de ce qu'on peut appeler un avancement social, disons, c'est qu'à l'école française, on ait des cours d'anglais dignes de ce nom. Mais il est vraiment là l'enjeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une meilleure connaissance de l'anglais. Il faut que le français aussi soit meilleur. La minorité anglophone fait des efforts sérieux pour que les gens qui fréquentent son réseau aient de bons cours de français. Moi, je souhaite d'ailleurs qu'on fasse la même chose de notre côté, ce qui réglerait le problème si dans notre système francophone, on avait un enseignement adéquat, efficace de l'anglais. C'est une nécessité évidente.